sommes samedi 27 août 2022. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. Vous êtes sur For You Télévision et c'est l'émission Politoscope qui démarre tout de suite. Nous parlons dans cette émission ce samedi du TIAD, mais également de la RDC, la République démocratique du Congo. On revisite l'actualité politique de ce côté-là. Et pour parler du TIAD, on reviendra bien sûr sur le dialogue national inclusif et souverain. Une semaine plus tard, 7 jours après, quel est donc le bilan qu'on peut en faire? On en discute avec notre panel. On parlera également de la République démocratique du Congo et les multiples contestations contre la MONUSCO sur le territoire congolais et surtout dans l'est du pays. À quand donc la réaction de Félix Tshisekedi? On s'interroge également dans cette émission de la MONUC à la MONUSCO. Que dit le peuple? Que veut le peuple? Mais surtout, que décidera Félix Tshisekedi? Que pourra-t-il dire par rapport à cette situation sur le territoire? Eh bien, on en discute avec notre panel. Quant à l'actualité du côté du TIAD, d'ailleurs, celle par laquelle nous allons débuter cette émission, eh bien, on s'interrogera sur les travaux du dialogue national inclusif et souverain qui sont ouverts depuis le 20 août dernier. Pourquoi les reports? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi est-ce qu'on avance difficilement? Mais surtout, quels sont les enjeux des prochains jours quand on sait que le dialogue national inclusif a démarré depuis une semaine, mais surtout que des irrégularités continuent d'être contestées ou alors constatées, veux-je dire, au sein des différentes équipes. Pour en parler donc dans cette émission, nous aurons en notre compagnie le professeur Niaka, lui qui est analyste politique et panafricaniste engagé. Nous aurons également Lamana, El Hadj Lamana, voilà, Mahamat, qui lui est du côté du TIAD. Il est journaliste indépendant, mais également membre de ceux-là qui militent pour les droits de l'homme. Nous aurons le docteur Ngoudjou d'Alvaris sur ce plateau. Voilà pour le panel. Politoscope du 27 août démarre tout de suite. Merci de nous recevoir chez vous. On parle de ce dialogue national inclusif qui s'est ouvert le 20 août 2022 avec pour ambition de discuter de l'avenir du pays tchadien, mais également poser les jalons d'une paix solide et préparer l'après-transition. Et que sais-je encore? On parlera également de ce discours d'ouverture du président, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui avait déclaré « Nous allons poser les jalons de la refondation de notre République ». Il nous engage tous. On abordera bien sûr tous les différents sujets en rapport avec cela. Et pour démarrer, Lamana Mahamat est déjà avec nous du côté du TIAD. Bienvenue dans l'émission Politoscope. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. C'est un plaisir également de vous recevoir sur notre télévision. Nous avons également le professeur Niaka Lagoké, qui est analyste politique du côté de Washington. Vous êtes avec nous, bienvenue. Merci, bonjour Begoudé, merci pour l'opportunité. Un plaisir d'être ici avec Lamana et puis avec Dalbaris, avec lequel je n'ai pas parlé depuis un bon moment. Nous l'aurons donc dans quelques instants. Alors déjà, Mahamat Lamana, la première question, bien sûr, elle s'adresse à vous. Après 7 jours, que dites-vous déjà de ce qui a été fait comme travail du côté du TIAD au palais du 15 janvier? Après 7 jours, le dialogue national n'a pas commencé à proprement dit. On est encore dans les tergiversations. Figurez-vous, ça fait 7 jours qu'on est encore en train de discuter sur la mise en place du présidium. Le CODNI qui avait la charge d'organiser le dialogue national n'a jusqu'à présent pas cédé la place à un nouveau présidium qui devra poursuivre en fait le dialogue. Voilà, après beaucoup d'insistances des politico-militaires, des opposants et tout, ils ont quand même accepté de mettre en place un présidium. Malheureusement, là encore, la forme
il se pose encore un problème parce que le CODNI et le parti au pouvoir, je parle des alliés, des partis alliés au gouvernement veulent qu'en fait, que ce soit le CODNI qui puisse installer le président et que le vote, ou au cas échéant, au cas où il n'y a pas un consensus, qu'il y ait un vote, mais ce problème jusqu'à là parce que l'autre parti n'accepte pas, parce qu'il suppose en fait, qu'il y aurait peut-être des suspicions, des trafics d'influence, que le vote ne sera pas démocratique. Donc jusqu'à ce jour, nous sommes encore dans des tergiversations. Hier nuit, le président du CODNI, sans consensus, a décidé en fait d'adopter le règlement intérieur. Donc, nous commençons déjà avec beaucoup de tergiversations, avec un règlement intérieur adopté sans consensus. Voilà ce qu'on peut dire jusqu'à ce jour. Eh bien, il faut rappeler également qu'en dehors de cela, eh bien, les membres du Présidium sont actuellement en train d'être choisis encore, oui, il faut le dire, en ce moment où nous sommes en train de parler, à moins que les travaux se soient déjà arrêtés. Mais en tout cas, au moment où nous suivions cette actualité, plusieurs membres donnaient donc leurs propositions en ce qui concerne ceux-là qui devront former les 21 membres du Présidium. Professeur Nyaka, vous qui êtes avec nous depuis Washington, il y a peut-être également une question qu'on aimerait se poser. Est-ce que après 7 jours, on peut dire également que ces jalons de la paix ou alors ces jalons de la discussion pour l'avenir du pays tchadien ont bel et bien donné l'impression d'avoir été posés? La question est un peu... je ne dirais pas que la question est difficile, mais la réalité c'est que et comme on le sait, dans ce genre de situation, chaque groupe a l'intention de pousser son programme. Et donc, ce que j'ai suivi avant de venir à l'émission, quand je cherchais à la préparer, certaines personnes dans la salle ne veulent pas que des représentants de la transition fassent partie du présidium. Donc, au moins, ceux qui sont là-bas, même si la majorité des personnes qui y sont proches du pouvoir, il y a quand même des gens qui ont eu à exprimer qu'on ne veut pas voir une influence des membres de la transition dans le présidium ou être présent dans le présidium. Et naturellement, il a fallu des jours pour que les gens se mettent d'accord sur le modus operandi, et donc naturellement ça a pris du temps. Et je pense que ça ne pourra pas tenir comme il se doit d'ici le 11 septembre. Il y a quelques lieux d'espoir, mais quand on connaît les conditions qui ont conduit à la mise sur pied de ce dialogue dit inclusif, on a le sentiment que ce forum risque d'accoucher d'une souris. Et bien sur ce plateau, accompagné du docteur Dalvaris Ngoudjou. D'ailleurs, on va accueillir par une question rapidement. Bienvenue sur ce plateau. Eh bien, on va dire que la date du 11 septembre est pressentie pour être celle de la fin de ce dialogue national inclusif et souverain qui a débuté il y a de cela 7 jours du côté du Tchad. Est-ce que vous partagez l'avis du professeur Nyaka qui pourrait estimer que eh bien, ce sera pour plusieurs autres jours encore après cette date, au vu de ce qui se passe actuellement? Bonjour Cassandra, bonjour professeur Nyaka. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait les émissions ensemble et les autres companélistes. Je partage entièrement son avis, et ça me donne l'impression, peut-être que je peux me tromper, mais ça me donne l'impression que nous sommes en train de rentrer dans un événement qui n'a pas vraiment été organisé. D'autant plus que cela fait quand même de nombreux mois que le président Déby est décédé. Et après, il y avait déjà cette idée de dialogue. En réalité, c'est l'une des conditionnalités principales posées par les bailleurs de fonds pour continuer à apporter leur soutien à l'État tchadien. Maintenant, après cela, moi j'étais extrêmement surpris aussi de la cacophonie. Il y a la logistique de l'événement. On dit qu'on change, on ne peut pas commencer tel jour, pour tel jour il faut 48 et ensuite il faut c'est pas 24, il faut 72 heures parce qu'on a encore les questions logistiques. Moi ça donne l'impression de quelque chose qui est impréparé. Mais maintenant,
justement même les discussions qui sont liées au présidium. Je ne pense pas que c'était aujourd'hui qu'on devrait aborder ces questions. Ces questions devraient être abordées un peu plus haut, un peu plus tôt. Maintenant, le Tchad est une nation qui traverse des difficultés extrêmement importantes, des difficultés sur le plan économique, politique, social, et je ne pense pas que les Tchadiens devraient déjà montrer leur division à un dialogue qui est censé être national. Pourquoi est-ce que je le dis? Puisque quand vous prenez le présidium seulement, on a comme impression, dans tous les cas, moi j'ai comme impression que le présidium c'est comme l'organisme central. Si vous prenez un organisme qui n'est censé être qu'une autre entité de direction, de débat, mais qui a quand même 21 membres. Moi je pense que c'est assez lourd là. 21 membres, il y a 5 vice-présidents par exemple. Vous voyez, dans les types d'organisations, quand vous voyez beaucoup de vice-présidents, ça veut dire qu'il y a beaucoup de disputes. Tout le monde veut être quelque chose. Tout le monde veut être vice-président. On peut faire un vice-président. On avance. Mais si tout le monde va être vice-président, ok, on essaie de partager à tout le monde. Il faut les trésoriers, il faut les rapporteurs. Mais trésoriers dans quoi? Pour faire quoi? Puisqu'en fait, nous sommes dans un dialogue. Je crois, s'il y a des finances qui peuvent être gérées, le ministère des Finances, c'est pas quoi, n'importe qui peut gérer cela. Mais on ne peut pas faire des discussions pendant des heures juste pour savoir qui va être trésorier, qui va être rapporteur, etc., etc. Moi, je pense que dans ces discussions qui, pour moi, sont des discussions subsidiaires, ça dénote déjà qu'il y aura une certaine division. Donc, premièrement, la date du 11 septembre va difficilement être tenue. Et même si la date du 11 septembre est tenue, je crains que les conclusions qui sortent de ce dialogue ne soient pas partagées par beaucoup de personnes, pourtant membres de ce dialogue. Puisqu'en fait, quand vous voyez beaucoup de personnes même ne sont pas déjà d'accord avec le règlement intérieur. Vous savez, en fait, le règlement intérieur, c'est un élément basique pour une maison, pour une association, pour n'importe quoi. Si on n'est déjà pas d'accord sur, il ne faut pas faire de la saleté ici, il ne faut pas faire des bruits, il ne faut pas changer la chaîne si c'est un aîné qui regarde la télé, c'est pas quoi. Quand on va aborder les questions importantes, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? D'autant plus que le Tchad, quand même, les questions importantes du Tchad sont cruciales, c'est les questions sécuritaires. C'est une nation qui, pendant longtemps, est bercée dans les coups d'État, dans des conflits, dans des mouvements rebelles qui sont par moi, je pense que c'est les questions les plus importantes. Et je pense qu'on devrait plutôt regarder vers ces questions-là, au lieu de regarder des questions, je ne sais pas qui va faire quoi dans un certain présidium que moi je trouve déjà obèse, parce qu'en dehors du présidium, il y a vraiment beaucoup d'autres membres. Et le pire, c'est pas cela. Le pire, c'est que tout cela coûte très cher à l'État tchadien. Moi, je me rappelle, il y a cela quelques temps, j'ai travaillé avec l'ancien président, j'ai beaucoup travaillé pour le Tchad, j'ai écrit un livre sur lui notamment. Et le Tchad a des difficultés économiques importantes. Après, quand le président Déby est décédé, et beaucoup d'amis tchadiens, on a travaillé sur un homme. Moi, je suis très surpris que des gens, certaines personnes même se disaient même que le dialogue là, c'est une occasion d'avoir beaucoup d'argent, de se mettre de l'argent dans les poches. Je dis, mais c'est pas ça. Parce que vous n'avez même rien dans les caisses là. Si vous pensez que... Et c'est vraiment ça la mentalité. Hein. Vous savez que le président Déby a beaucoup travaillé contre cela. Mais Félix, de croire que toute occasion, tout événement ne peut être qu'une occasion, excusez la tautologie, de se mettre plein la poche. Et je crois que c'est difficile. Parce qu'en fait, quand on voit la discussion au niveau des postes, on a comme l'impression que les gens veulent se faire de l'argent là-bas. Pourtant, en principe, on est en train de vouloir trouver des solutions aux problèmes de la nation. Oui, tout simplement. Eh bien, on va retrouver du côté du Tchad, Mahamat Lamana. Justement, on parle de ce fameux présidium. D'ailleurs, on lui accorde un peu trop de compétences, peut-être il faudra le dire, ce qui cause assez de quiproquos et surtout d'amalgame au sein de ce dialogue. C'est aussi à Doha. N'oubliez pas qu'à Doha, on était aussi parti pour un mois. On a passé, ils ont finalement, ça a duré 5 mois. Ça a aussi commencé de la même manière, c'est-à-dire les problèmes d'installation du présidium. On parle de trucs là, de représentativité des corporations, de toutes les corporations qui devraient être représentées dans le présidium. Déjà à l'époque, à Doha. Malheureusement, le gouvernement, à la fin de la journée, le présidium a été constitué essentiellement des membres du CNP et des alliés, des partis alliés au pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est la même chose qui risque de se passer encore. C'est-à-dire, on fait un semblant de vouloir faire un débat, de donner la parole à tout le monde, d'enregistrer en fait les doléances, les préoccupations de tout le monde, mais à la fin de la journée, c'est le présidium dont les membres actuels sont les alliés au pouvoir qui vont trancher. Et puis voilà, le règlement intérieur a été adopté sans consensus.
Je crains aussi que le présidium va être adopté sans consensus. Après, on est parti aussi pour plusieurs mois. Ce ne sera pas possible que ce dialogue puisse finir le 11 août, le 11 septembre, je voulais dire. Et après, ça ira de frustration et de frustration. Les gens vont commencer à quitter la salle et puis je crains même qu'on ne puisse pas arriver au bout de ce dialogue. Parce que, comprenez quelque chose. Au Tchad, aujourd'hui, la plupart de ces participants, c'est-à-dire, je parle des politico-militaires, des partis de l'opposition qui sont sur la salle, ne pèsent pas sur la vie politique du Tchad. Hein. Aujourd'hui, sur la vie politique du Tchad, il y a le parti transformateur de Succès Masra. Oui. Il y a, ça on parle des trucs là, des partis politiques, des politico-militaires, des rebelles, il y a le FAC. Le FAC, ce sont ceux qui ont tué le président Idriss Déby lors des combats d'avril 2021. Ces deux, ni les transformateurs, ni le FAC ont décliné en fait l'invitation de participer à ce dialogue national. Et ce sont ces deux entités qui pèsent sur la politique nationale du Tchad. Donc, aujourd'hui encore, au moment où on est encore en train de discuter sur l'installation du présidium, il y a un comité de sages et il y a aussi le Sénégal qui sont en train de négocier avec ces personnes, avec Succès Masra du Parti transformateur et le FAC, afin de rejoindre en fait le dialogue national. Et à l'allure où vont les choses, je ne pense pas qu'ils puissent accepter de venir autour de la table. Hier, il y a eu un autre parti, en fait, un autre groupe rebelle qui a attaqué les forces de l'ordre du Tchad. On les appelle les CMCR, qui est un groupe rebelle. Donc vous voyez, pendant que le dialogue est en train de se passer, de l'autre côté, on est en train de chercher à mettre la pression. Les groupes rebelles sont en train de chercher à mettre la pression afin que les choses ne se passent pas bien. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'on puisse installer le présidium ou bien que les choses puissent finir le 11 août ou bien peut-être dans 5-6 mois qu'il y ait un consensus. Je ne pense pas vraiment que 1500 Tchadiens puissent se trouver dans une salle et qu'à la fin de la journée, il y ait un consensus. Oui. Eh bien, vous vouliez dire le 11 septembre, on va retrouver le professeur Niaka qui est du côté de Washington avec nous. Eh bien, est-ce que nous sommes encore au moment où il faut s'interroger sur l'absence des groupes militaires comme le FACT ou alors sur ces Masra qui ont décidé de ne pas adhérer à l'accord de Doha, mais aussi tout simplement d'adhérer à ce dialogue national inclusif. Aujourd'hui, on a mis les pieds dans le plat, professeur. Oh, bon, comment je parle bien compris la question, mais ce qui se passe aujourd'hui, on l'a dit il y a plus d'une fois, c'est que les fondamentaux ont été ratés, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour que, je veux dire que ce dialogue inclusif dont on parle, pour moi, d'abord, je pense qu'il est venu trop tôt, dans la mesure où, comme on n'a pas réussi à impliquer, à engager le maximum de groupes et de personnes impliquées dans l'arène politique, comme on le sait, comme Lamana le dit, et donc quand on engage, on commence une conversation, et puis après, on a fait pression sur d'autres, ou bien qu'on engage des gens pour aller négocier avec d'autres qui ne veulent pas venir, et on espère qu'ils vont nous accompagner tout au long du processus. Ça, je pense que c'est une sorte de cafouillage, c'est une forme d'improvisation, c'est une forme d'impréparation. Je pense que si on veut bien faire les choses, il y a une certaine façon de le faire. Donc, pour moi, on peut s'interroger sur l'issue de ce dialogue. Donc, si les autres groupes arrivent, cela veut dire qu'il va falloir modifier le présidium. Cela veut dire qu'il va falloir modifier le modus operandi du dialogue. Cela veut dire qu'il faut essayer de revoir, il faut prendre en compte certains de leurs desiderata. Donc, c'est pour montrer que, voilà, que ce n'est pas comme cela que un dialogue inclusif doit se réaliser. Et donc, je crois que je vais le citer parce que, bon, je ne souhaiterais pas donner l'impression que je lui emprunte des mots qu'il disait avant l'émission, même si c'est des choses que j'ai déjà dites.
Ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, c'est juste pour donner un adoubement, une certaine forme d'adoubement légitime, ou une certaine forme de légitimité au fils de Déby qui est au pouvoir et qui veut créer des conditions de consolidation et de légitimation de son pouvoir. Et c'est ça, d'après, comme on le dit aux États-Unis, c'est ça le endgame. Or, si c'est ça le endgame, cela veut dire que tout ce qui est en train de se passer, ce ne rentre pas dans le cadre dans le cadre de la mise sur pied d'un cadre qui permettrait et qui permettra au Tchad de sortir de sa situation, parce que le Tchad, tout le monde parle de refondation, le Tchad a besoin d'être refondé et il doit avoir une transformation fondamentale et structurelle au Tchad. On n'a pas le sentiment que cela est en train de se passer quand on voit un peu les différents paramètres qui sont en jeu. Eh bien, on parle d'une nouvelle architecture 30 ans après la conférence nationale de 1993. Docteur Ngudjou, c'est quand même un peu, ça appelle quand même à s'interroger justement lorsqu'on pense que ce dialogue national finalement ressemble à une préparation de l'ère Mahamat Idriss Déby, non? Justement, et c'est ce que beaucoup de personnes, certains participants, notamment certains membres de l'opposition, sont en train de voir dans l'air. Quand vous prenez, on dit qu'il faille choisir des personnes qui sont membres du présidium, par exemple. Les critères, on dit par exemple, la personne doit avoir une bonne santé physique et mentale. La personne doit avoir une probité morale. Vous faites comment pour mesurer la probité morale d'une personne pour un événement qui va se passer? La personne doit avoir l'ouverture d'esprit. Vous faites comment pour mesurer le caractère ouverture d'esprit d'une personne? Eh bien, en fait, ce sont des critères qui, à mon avis, sont assez flous et ça permet d'éliminer plus facilement un certain nombre de personnes qu'on ne voudrait pas. Puisque vous faites comment pour savoir que Cassandra n'a pas l'esprit ouvert par rapport à Issoua d'Alvarez, etc., etc. Moi, je pense, moi, pas que oui, si le pouvoir actuel de transition veut vraiment le bien-être des Tchadiens, c'est important que tout le monde puisse participer. Parce que si on ne le fait pas, on aura comme impression qu'on est en train de préparer après transition, une autre transition. Et là, c'est très difficile, puisque le général Mahamat, je l'ai un peu connu, on a un peu mangé ensemble, ce n'est pas un président. Je dis littéralement manger, puis se garder le président à l'époque. Oui. C'est un militaire. Et pour nous, c'est un militaire sac à dos. Un militaire sac à dos, ça veut dire qu'il porte les armes depuis étant petit jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas un stratège, en fait. C'est pourquoi, quand on est comme cela, je pense, à mon avis, il faut tout vite faire pour quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas son rôle, il aura tout son rôle. Mais vraiment que les Tchadiens puissent choisir ceux qui vont les diriger. Si on est en train de préparer pour qu'il succède ou que le système actuel succède à lui-même, moi, je crains que la succession de ce système à lui-même entraîne aussi la succession des anciens tares à eux-mêmes. D'autant plus qu'au moment où il y a un dialogue, il y a encore des mouvements rebelles. Ils sont nombreux au Tchad. Il y a ceux qui sont officiels, il y a ceux qui sont officieux. Même, vous savez bien que, même quand le président est décédé, le président Déby, à l'intérieur même du système au pouvoir, il y avait beaucoup de dissensions. En réalité, le président de la transition, il a été juste un consensus. On s'est dit, ok, on peut au moins le prendre. Parce qu'effectivement, ce n'était pas un politique. C'était un soldat qui a gardé le père pendant longtemps, il était fidèle. On peut au moins miser. Mais s'il fallait vraiment, objectivement, il y avait beaucoup de dissensions. Rien n'a été respecté. Il y avait un président de l'Assemblée nationale bien vivant, bien portant, qu'on a estimé qu'il n'avait aucun rôle à jouer. Je veux dire, quand on est en train de marcher sur les œufs, comme c'est le cas actuellement, c'est très important qu'on soit prudent. Si, avec des tours de magie, on veut écarter X ou Y, parce qu'on va tout plus se maintenir au pouvoir, je crains que la nation traverse des difficultés. D'autant plus, n'oublions pas, le Tchad n'a plus les recettes qu'ils avaient il y a de cela quelques temps. D'autant plus que vous savez, pendant l'aide du président, il y avait beaucoup d'argent, mais beaucoup de gens, il y avait beaucoup de corruption aussi, qui a participé à appauvrir la nation, et
Et surtout, dans un contexte comme celui-ci, il y a beaucoup de, je dis quoi, il y a un sentiment de revanche pour certaines personnes qui sont dit, ok, vous avez gouverné pendant un certain nombre de temps, aujourd'hui ça va être nous. Je veux dire, si on ne tient pas compte de tous ces critères, on se dit seulement que nous allons tout casser sur le passage, nous allons tout foncer dans la maison et que nous allons nous maintenir au pouvoir. Je crains beaucoup que les conséquences puissent être néfastes, puisqu'il y a des gars, par exemple, les proches au président actuel, qui étaient les neveux de son père, les Eldimi, qui sont au Moyen-Orient, qui avaient beaucoup d'argent. Ils ont joué un rôle important dans la négociation pour la vente du pétrole tchadien. Ils ont amassé beaucoup de milliards et ont joué un rôle important dans beaucoup de mouvements rebelles. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, si on essaye de ne pas tenir compte du point de vue de beaucoup de personnes, je crains qu'on aille de mal en pis dans le système. Et quand vous parlez justement d'aller de mal en pis, ça me donne envie de me rapprocher rapidement de Mahamat Lamana. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on pourrait craindre tout simplement qu'au sein justement pendant ce dialogue national inclusif et souverain du côté du Tchad, si jamais il y avait des dissidences, est-ce qu'on pourrait craindre sur le plan sécuritaire quand on sait que plusieurs groupes politico-militaires ne sont pas forcément d'accord justement avec ce qui se passe actuellement? Je pense qu'ils ont déjà commencé à menacer. Alors, je pense lors des débats d'avant-hier, il y a un politico-militaire qui a clairement menacé en disant que, écoutez, si vous ne voulez pas que les choses se passent très bien, nous, on est prêts à repartir prendre des armes. On a encore nos réflexes de militaires. Il y a plusieurs participants qui ont menacé lors des débats d'hier, d'avant-hier, et je pense des 2-3 premières journées. Ils ont clairement menacé de quitter la salle si les choses ne se passent pas très bien. Donc, moi, je vous dis, aujourd'hui, on est en train de débattre ici, de faire l'émission ici. Les débats sont en train de se poursuivre, mais je suis sûr que même l'installation de ce présidium aujourd'hui va poser problème. Je ne suis pas sûr que 1500 Tchadiens dans une salle puissent s'entendre. Ça, il faudra le dire. Rien ne se passera comme prévu. Il y a de l'impréparation, mais il y a aussi les agendas. Chaque entité est venue avec son agenda. Le président Mahamat Idriss Déby aujourd'hui ne contrôle rien, ne dirige rien, ne décide rien. C'est quelqu'un qui n'a pas le background de diriger un pays. C'est quelqu'un qui a été coopté comme ça parce que c'est le fils d'Idriss Déby. Il a la France qui est sur lui. Parce qu'il faudra aussi comprendre un aspect très important au Tchad. Aujourd'hui, au Tchad, le pouvoir, il est communautaire. Il y a les Arawa, il y a les Gourans qui pensent que au Tchad, il n'y a que eux qui peuvent être aux affaires. Donc aujourd'hui, Mahamat Idriss Déby, là où il est, il n'y a que le régime, je vais parler du régime du système Déby, il n'y a que la tête de Déby qui n'existe plus. Aujourd'hui, on a remplacé la tête d'Idriss Déby par son fils. Hier, au moins, Déby avait plus de ficelles. Il pouvait tirer les ficelles, il avait un certain pouvoir. Mais Mahamat Idriss Déby, aujourd'hui, il n'a pas de pouvoir. Il y a sa famille, ceux qui ont fait partie du système MPS, le parti au pouvoir, ne veulent pas aujourd'hui voir une autre personne. Ils veulent rester aux affaires. Ils veulent que la famille Déby reste aux affaires. Donc, même si Mahamat Idriss Déby aujourd'hui décide de laisser le pouvoir à l'issue de ces élections, à l'issue de ce dialogue, sa famille ne l'acceptera pas. Et c'est là où tous les problèmes du Tchad vont commencer. Donc, comprenez aussi qu'aujourd'hui, le dialogue a commencé que par des frustrations et des frustrations. Cela va continuer. Et à la fin de la journée, s'il n'y a pas de consensus, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où les vrais problèmes du Tchad vont commencer parce que ces politico-militaires vont repartir, là où ils sont venus. Les opposants ne feront plus confiance. Et si à la fin de la journée, encore là, je le dis, si Mahamat Idriss Déby, si tout cela est pour légitimer le pouvoir de Mahamat Idriss Déby ou bien de lui permettre de se présenter aux élections présidentielles, le dialogue n'aura pas de sens. Ce dialogue a été juste une perte de temps. Eh bien, peut-être aujourd'hui, vous jetez quand même un peu l'opprobre sur ce dialogue national inclusif, mais surtout, ce qui nous intéresse ce jour, c'est essayer de comprendre. C'est vrai, on essaye de poser, de planter le décor sur le bilan, et d'ailleurs, on ne cesse de le faire. Mais aujourd'hui, bien sûr, on se concentre également sur le fait que ce dialogue national inclusif et souverain ressemble à une préparation de l'ère Mahamat Idriss Déby Itno, comme on le disait tout à l'heure, même si aussi, il faut rappeler que le
but de celui-ci était donc de préparer l'après-transition. Dans cette préparation de l'après-transition, professeur Nyaka, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a eu des problèmes d'impréparation et d'improvisation dans ce dialogue national inclusif. Si jamais les groupes politico-militaires venaient à quitter la salle ou alors à se désolidariser totalement de ce dialogue national inclusif, quel avenir politique pour le pays pourrons-nous espérer? Non, on est d'accord que le Tchad est dans un cycle perpétuel d'insécurité où il y a plusieurs types de groupes qui tous cherchent à avoir la conquête du pouvoir. Ça, c'est ça qui est la réalité. Et donc, si les choses, comme Lamana l'a dit, si les gens se rendent compte, et c'est le sentiment que les gens ont, que tout ce qui est en train de se faire, quand les gens se rendront compte, ou bien quand ils constateront que c'était un cirque, ou encore une grande messe qui est organisée afin d'apporter l'adoubement dont le fils a besoin, comme cela a été fait hier, quand son père avait envie de consolider son pouvoir. Si cela devait se passer ainsi, il faut je ne désespère pas des pays africains, mais il va falloir se rendre compte que le Tchad risque de plonger encore. Et donc, Dalvaris l'a dit, Lamana l'a dit, moi je ne connais pas le fils de Déby, je l'ai suivi un peu de loin. Je sais que son père était un leader, ça au moins je le sais. Et donc avec les deux panélistes, je viens d'apprendre que c'était en fait, je n'ai pas envie d'employer un mot méchant, mais il est tenu par des groupes, pour la France on le sait, et donc qui veulent maintenir leurs intérêts, de continuer à faire partie du statu quo au Tchad. Donc voilà, les crises vont reprendre, ça c'est inévitable. Peut-être qu'à un moment donné, les Français vont l'aider à briser un certain nombre de groupes rebelles, mais la situation fondamentale du Tchad ne changera pas jusqu'à ce qu'une crise arrive, que soit tout lui arrive à avoir une certaine forme d'épiphanie afin de comprendre qu'il doit faire ce qui est juste, ou encore il y a une véritable révolution au Tchad afin de transformer, afin de poser les fondements ou les fondations d'une véritable refondation au Tchad. Voilà comment est-ce que je vois l'avenir du Tchad. Docteur Dalvaris Goudiou, on a toujours pointé du doigt la main française sur la gouvernance de Mahamat Idriss Déby Itno. Et d'ailleurs, il avait démenti sur un plateau, disant que son arrivée au pouvoir n'a rien à voir avec la France. Le départ de son père de manière prématurée n'a rien à voir avec la France. Mais on a aujourd'hui un dialogue national pour la construction qui se transforme en construction plutôt de discorde, ou du moins qui donne l'impression que les prochains jours ressembleront à ça, et donc ça fait un peu peur pour l'avenir politique du pays. Oui, l'avenir politique, économique et social, d'autant plus que les trois sont plus ou moins liés. Oui, très liés. Le président Mahamat, il peut bien dire, à qui veut le croire, qu'il n'a pas un soutien de la France, mais tout le monde a vu aux obsèques du maréchal Déby en N'Djamena. Le seul chef d'État occidental qui était là, c'était qui? C'était Macron qui est venu qui l'a littéralement adoubé. Tout le monde a vu cela. C'était même pas caché. Juste quand la présidence de Macron a été annoncée, vous avez vu beaucoup de chefs d'État de la sous-région préférés ne pas partir. Le Cameroun a même démonté les couleurs. Le Cameroun a envoyé une délégation de militaires. Donc, pour dire que nous comprenons ce qui se passe. Donc, Mahamat peut dire ce qu'il pense, mais tout le monde sait que ce n'est pas conforme à la réalité. Maintenant, j'apprécie beaucoup ce que mon frère, le professeur Nyaka, a dit, mais je suis convaincu que la France n'aidera jamais le pouvoir de N'Djamena à combattre les mouvements rebelles. Pas qu'elle ne peut pas, même si la capacité de l'armée française aujourd'hui est en déroute. Mais
juste qu'elle ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, la France se sert de ces mouvements rebelles pour faire la pression sur n'importe quel pouvoir dans tous les cas. Vous savez, à plusieurs reprises, l'une des dernières rébellions qui a vraiment fait vaciller le pouvoir du président Déby, les rebelles étaient presque à quelques kilomètres de la capitale, venant pratiquement du Soudan. Ils ne peuvent pas quitter du Soudan, de traverser des milliers de kilomètres et d'arriver à N'Djamena sans que la France... Vous savez, la France a même dû faire un chantage au président Déby. Et dès qu'il a accepté, ils ont fait décoller les éperviers pour frapper les colons rebelles. Moi, je vais dire que, en fait, moi, je pense qu'un certain nombre de mouvements rebelles sont comme un élément dans la main de la France, que la France utilise à tout moment pour atteindre des objectifs, pour faire un certain nombre de pressions. Dans tous les cas, c'est la grande stratégie et le grand déploiement actuel. Je crois que ça va être encore un peu plus dur. J'ai échangé avec des étrangers dessus hier. Une bonne partie, ce n'est qu'une petite parenthèse, une bonne partie du matériel militaire que les Américains et les Occidentaux disent officiellement envoyer en Ukraine, une bonne partie est stockée en Albanie et au Kosovo. Vous savez, ce sont des centres de marché de madame, mais en réalité après va être envoyé en Afrique parce qu'ils sont en train de vouloir maintenir un certain nombre de rébellions pratiquement dans toute la zone sahélienne qui va permettre de faire la pression et pouvoir maintenir nos dirigeants et nos gouvernements dans une situation de précarité où ils ne pourront que négocier en leur faveur. C'était que la parenthèse. Maintenant, il faut que nous soyons clairs. Et beaucoup de personnes sont allées dans ce sens. On ne peut pas avoir un pouvoir de transition actuel qui, dans le système actuel, peut être à la fois juge et parti. Si le pouvoir est vraiment de transition, parce qu'en fait, la plupart des éléments du présidium, en principe, sont très proches du pouvoir. Ça veut dire, quand vous présidez, vous êtes censé être neutre. Alors à ce niveau déjà c'est biaisé. Mais maintenant si dans les discussions qui doivent être abordées, ça c'est toujours les sujets de discours, si dans les discussions qui doivent être abordées, la question de la participation ou non des membres de la transition aux prochaines élections n'est pas évoquée, c'est qu'on est pratiquement en train de passer à côté. Parce qu'en réalité, si vous êtes dans un pouvoir transitoire et que vous prenez des dispositions pour être arbitre et joueur en même temps, ça va être extrêmement difficile qu'on puisse être dans un jeu ouvert. Mais maintenant, la grande difficulté, c'est que, comme l'a bien dit notre ami tchadien, dans les années passées, le président Déby avait une grande expérience d'abord de combat. Pour vraiment, il a travaillé pendant longtemps avec le président Hissène Habré. Ils étaient dans les montagnes ensemble. Ensuite, ils ont pris le pouvoir, ils ont travaillé pendant longtemps. Il a fait partie Hissène Habré. Mais après, il a une grande expérience quand même par rapport à son fils qui est vraiment jeune, qui ne connaît pas les différents modes de ce pouvoir. Le surnom de bébé maréchal. Exact, justement. Donc, il ne maîtrise pas tous ces rouages-là. Et dans un contexte comme celui-là, avec les difficultés économiques du Tchad, c'est-à-dire même les ressources que dont le président Déby disposait, actuellement, le pouvoir tchadien n'en dispose pas. Et moi, je crains que si on va dans le sens où ils sont en train de partir là, que le Tchad puisse être à feu et à sang. Surtout qu'il y avait un certain respect, il y avait une certaine crainte du président Déby quand même. Mais aujourd'hui, pour la plupart des gars qui sont partis en rébellion, certains qui ont travaillé le président Déby, certains qui ont une expérience de combat, quand ils voient un jeune d'environ 40 ans devant eux qui dit qu'il est général de division 5 étoiles, ils se disent, mais ça ne passe pas comme ça. Et vous savez, la mentalité tchadienne, c'est une mentalité un peu rude, surtout chez les Agawa, dont la tribu même du président. Donc, c'est des gens qui n'acceptent pas qu'on puisse marcher sur le PC. Mais moi, je pense que c'est important qu'on puisse faire franc jeu. Si déjà au début, on veut biaiser, vraiment les conséquences risquent d'être très néfastes. Mahamat Lamana, c'est vrai qu'on est encore à peine à 7 jours. C'est vrai qu'après 7 jours, normalement, on devrait quand même avoir déjà de quoi se mettre sur la dent. Notamment, est-ce que le pouvoir de transition terminera sa transition ou est-ce que celui-ci fait partie de l'après-transition? Ce type de détail n'a toujours pas été tout simplement dévoilé, parce qu'il y a encore des problèmes au niveau de l'organisation. Mais déjà, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il faut forcément craindre finalement, si jamais le pouvoir de transition demeurait après la transition, c'est-à-dire après, bien sûr, ce dialogue? Mais c'est là la question, parce que n'oubliez pas les conditions auxquelles Mahamat Idriss Déby a pris le pouvoir. Logiquement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait logiquement normalement succéder à Idriss Déby. Bon,
ils ont simulé comme quoi il est malade, il était malade malheureusement, et pourtant il est bien portant, on l'a vu dans la salle lors des débats. Quelques difficultés avec Mahamat Lamana qui nous reviendra certainement, mais peut-être pour continuer avec vous, professeur Nyaka, qui est toujours avec nous, en tout cas je l'espère. Eh bien on essaye d'étudier également, hein, pourquoi pas cette politique du dialogue national inclusif et souverain qui peine à convaincre malheureusement certains Tchadiens et certains observateurs comme nous ici sur ce plateau qui estiment que c'est beaucoup plus dérisoire que réel. Peut-être. Allô? Oui, oui. Non, je crois qu'il y a Lamana qui parlait là un moment, et puis je crois qu'il n'avait pas fini de dire ce qu'il disait. Et on l'a perdu d'ailleurs. Je suis là, je pense. Il est là. Moi, je le vois, il est là. D'accord. Eh bien, poursuivez, Mahamat. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que les conditions auxquelles Mahamat Idriss Déby arrivé au pouvoir ne sont pas constitutionnelles. En principe, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devrait succéder au président Déby. Mais bon, étant donné ce qui s'est passé, on a demandé quand même à Mahamat Idriss Déby d'organiser un dialogue national et ensuite les élections. C'est-à-dire que tout doit se décider lors de ce dialogue national, que lui-même il a décrété souverain. Maintenant, Mahamat Idriss Déby avait pris l'engagement. De ne pas se présenter aux élections présidentielles, ni lui, ni les 15 membres du CND. Aujourd'hui, il n'a pas réaffirmé en fait sa position de ne pas se présenter à ces élections. Parce que rappelez-vous, il y avait un sénateur, le sénateur Menendez, qui avait demandé à Mahamat Idriss Déby de clarifier sa position s'il devrait se présenter ou pas. La réponse de Mahamat Idriss Déby était bat en guerre. Voilà, on ne peut pas répondre à un petit fonctionnaire et autres. Donc aujourd'hui, la position claire de Mahamat Idriss Déby de se présenter à ces élections et aux prochaines élections ou pas, est-ce qu'il fera partie de l'histoire du Tchad après ce dialogue ou pas, de l'agenda du plan du Tchad après ce dialogue ou pas, n'est pas clarifié. Donc clairement, là actuellement, il y a une suspicion. Moi, je parlais par exemple avec un politico-militaire en N'Djamena, il me disait, écoutez, il y a un problème de sérieux, on sait nous tous qu'on n'est pas prêt à faire la paix. On est venu parce que ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu au Tchad, donc c'était une occasion pour nous de voir un peu la famille, mais on sait que personne n'est prêt à faire la paix. Donc, vous comprenez que tout de suite, il n'y a rien de rassurant. Il n'y a rien de rassurant. Voilà. Eh bien, comme je demandais tout à l'heure au professeur Nyaka, est-ce que la présence forcément de Mahamat Idriss Déby Itno après ce dialogue national ou alors après cette transition pourrait être forcément un problème pour la nation tchadienne aujourd'hui? Est-ce que c'est réellement ça le problème des Tchadiens? En fait, je pense que ça va être un problème. Hein. Pour lui donner, je ne vais pas être long sur ce sujet, ça va être un problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien selon ce qu'on attend de ceux qui sont dans la salle, le Tchad a besoin d'une refondation. Donc, quand on parle de refondation, ça veut dire qu'il faut détruire ce qui existait pour créer du nouveau. Or, si la structure politique est la même et que les groupes ethniques qui sont en alliance et qui sont au pouvoir depuis des décennies sont encore là, et que les groupes de pression, les groupes d'intérêt sont là, et que tous ces groupes sont sous l'injonction de la France qui a envie de continuer son agenda néocolonial, ça veut dire que rien n'aura changé de façon fondamentale. Donc, on n'est pas en train de faire une refondation. Et donc, tout en continuant sur cette lancée, je voudrais rectifier une chose par rapport à la réponse que Dalbaris a donnée à la réponse que j'avais donnée tout à l'heure. Allez-y. J'ai dit que la France allait essayer de l'aider à détruire quelques groupes, c'est ce que j'ai dit, par tous les groupes rebelles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses,
avec la guerre aujourd'hui en Ukraine, et puis avec ce qu'on voit, Macron qui se balade un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, pour attaquer pour la Chine et la Russie, pour essayer de nous alerter que la Chine et la Russie sont des impérialistes. Et que je pense que Macron, qui est allé en Algérie, et donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, là, que Macron veuille jouer avec les différents groupes rebelles. Je pense que la France va essayer de tout faire pour consolider le pouvoir du fils d'Idriss Déby maintenant, et donc dans l'espoir de ne pas avoir de surprise particulière, et donc que ce soit lui ou quelqu'un du système. Et maintenant, parce que quand la France a essayé d'utiliser les groupes rebelles contre Idriss Déby, c'est certainement parce que dans un processus de marchandage ou de négociation, les Français ont estimé qu'il fallait le faire afin de briser par moment l'esprit qui paraissait souverainiste qu'Idriss Déby démontrait. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que les Français essaient de s'amuser à vouloir jouer sur tous les feux, surtout que l'image de la France a été écornée. La France est en train de perdre du terrain. Elle a perdu le Mali, elle a perdu la République centrafricaine. Et la France est en difficulté. Et je ne crois pas que maintenant là, qu'elle joue à ce double jeu qui pourrait s'avérer fatal au Tchad. C'est ce que je voulais dire. Eh bien, Dr Ngudjou, selon le professeur Niaka, la France est totalement transparente dans cette actualité au niveau du Tchad. Mais quand on parle d'architecture, de nouvelle architecture, comme je le disais tout à l'heure, 30 ans après la conférence nationale qui a eu lieu en 93, justement, est-ce qu'on peut parler de nouvelle architecture aujourd'hui avec le même sang mêlé? Et comment s'en détacher? Parce que peut-être c'est ça la principale question. Je pense que ça va être très très difficile de s'en détacher, d'autant plus que c'est un système qui est perdu depuis de nombreuses années, mais c'est un système qui est extrêmement... Il y a un mélange entre les clans familiaux, avec un peu de religion, avec l'armée, avec beaucoup d'autres choses. Et quand on est dans un système comme celui-là, on a comme impression qu'on se tient, chacun se tient, c'est-à-dire il y a certains opérateurs économiques qui profitent de la situation, il y a des militaires qui profitent de la situation, et pour ceux qui connaissent un peu le Tchad, j'ai trouvé ça un peu particulier là-bas, c'est pratiquement la famille qui est partout, c'est-à-dire c'est un cousin, c'est un oncle, c'est pratiquement, quand on est dans ce type de système, c'est très très difficile, ce n'est pas que tribal, c'est pratiquement familial. C'est-à-dire, c'est des oncles, quand vous allez au cabinet, beaucoup de gens sont pratiquement de la famille. Et quand on est comme ça, comme un participant, un copain disait tout à l'heure, il dit que si vous voulez même laisser le pouvoir, on dit vous ne pouvez pas laisser le pouvoir. Ou si vous laissez, un des vôtres va toujours vouloir vous remplacer pour pouvoir maintenir le clan. Et quand on est dans un système comme celui-là, c'est très très difficile. Moi, je pense vraiment que c'est pratiquement la même architecture, juste que nous avons en face de nous une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et en face de lui, il y a un ensemble beaucoup plus complexe. Puisqu'en fait, quand les Déby prennent le pouvoir, au début des années 90, nous sommes pratiquement à la chute du mur de Berlin, nous sommes pratiquement à la guerre entre les blocs. Or, quand il y avait la guerre entre les blocs, beaucoup d'Occidentaux, notamment les Américains et les Français, gagnaient à soutenir une personne face à ce qu'ils ne voulaient pas, la pègre rouge, dont notamment le communisme, comme il taxait les soviétiques. Et pour cela, il fermait les yeux sur beaucoup d'autres choses. Il y avait une possibilité d'avoir beaucoup d'armes, beaucoup d'argent, beaucoup de soutien pratiquement partout là, à condition que vous soyez alignés de leur côté. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. En dehors du fait que ce soit beaucoup plus complexe, vous avez en face de vous aujourd'hui des gens dont beaucoup ont fait beaucoup d'études, beaucoup ont une expérience parce qu'ils ont travaillé avec votre père pendant des décennies, ils ont travaillé avec... Quand vous prenez la plupart, les structures importantes maintenant qui sont opposées au pouvoir actuel, et qui étaient opposés au pouvoir de Déby, c'est quand même les Aydimi, ses propres neveux, qui ont travaillé avec lui dans le cabinet. C'est des gens de la propre famille, d'une manière pratiquement le sang de la propre famille. Donc, quand vous êtes dans un contexte comme celui-ci, c'est très très difficile que vous puissiez vous en sortir. C'est un peu comme une sorte de mafia où vous avez commencé à manger dans le même plat et vraiment personne ne peut arrêter de manger ou ne doit arrêter de manger. Et pour
ceux qui ont un peu vu, il y a quand même aussi, moi je pense moi pas qu'il y a une certaine crainte aussi peut-être pour le pouvoir, parce qu'en fait quand on pense aux exactions qui ont été perpétuées dans des années passées, on a une crainte que si notre pouvoir arrive à N'Djamena, qu'est-ce qu'on fera de nous? Moi je pense que c'est les questions qui devaient être abordées dans ce dialogue national, de dire il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Si le pouvoir arrive à changer, ce sont tous les enfants du Tchad, ils devraient pouvoir travailler main dans la main. Mais je suis convaincu que ce sont des fondamentaux qui peuvent expliquer que certaines personnes veulent à tout prix s'arrêter au pouvoir. Parce qu'ils se disent, est-ce que les biens que nous avons acquis dans des conditions parfois floues, est-ce que ces biens peuvent être confisqués? Est-ce que nos familles, quand vous prenez quelqu'un comme celui-ci, Succès Massa, est-ce que vous pensez que, et surtout dans la culture tchadienne, vous savez, la maman, c'est sacré. L'enfant, c'est sacré. Vous pensez qu'il y a un risque que la police vienne chez vous, qu'on abatte votre maman, qu'on tue l'enfant? Ça ne passe pas facilement. Chez eux, vraiment, ils ont cette indignité. On ne touche pas à cela, en fait. Même quand quel que soit ce qui se passe, on peut tout faire, mais les enfants, la maman, on laisse. Les hommes commencent à bagarrer. Les hommes peuvent bagarrer entre eux, peuvent se bagarrer. Mais maintenant, quand on voit tout ce qui s'est passé là, on se dit, mais est-ce qu'on peut vraiment passer là-dessus? Et moi, je pense que, oui, c'est la même architecture. Et ça va être très difficile parce qu'en fait, le passé est en train d'hanter certaines personnes. Mahamat Lamana, est-ce qu'on ne pourrait pas dire également que si on mettait à l'intérieur le petit condiment justice, les choses prendraient peut-être une autre tournure? Pas un pays de justice. Le Tchad n'est pas un pays de justice. C'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, vous avez vu, on est à combien tout ce nombre de politico-militaires exilés au Tchad. S'il y en a autant, c'est à cause de cette injustice, de ce cumul de frustration qu'il y a, que les Tchadiens subissent. Et je crains que ce nombre va augmenter parce que pour beaucoup de Tchadiens, c'était quand même la dernière chance. Il faudra dire que Idriss Déby, c'est quelqu'un qui a confisqué le pouvoir pendant 30 ans. Pendant 30 ans, au Tchad, les gens ont tout fait pour accéder au pouvoir ou bien pour le faire partir, ils n'ont pas pu. Et il ne faudra pas sous-estimer aussi Mahamat Idriss Déby. C'est quelqu'un qui peut-être n'a pas un bon background, mais c'est un bon militaire. Au Mali, par exemple, quand l'armée tchadienne a été envoyée au Mali, c'est lui qui a dirigé la colonne tchadienne. Dernièrement, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un opposant qui s'appelle Yaya Djillo, qui lui aussi est de la famille d'Idriss Déby, qui est neveu à la famille d'Idriss Déby. Lors de l'assaut dans la maison de Yaya Djillo, où la maman de Yaya Djillo a été assassinée, c'était toujours Mahamat Idriss Déby. Mahamat Idriss Déby, c'était lui qui était à la tête des gardes rapprochés, ce qu'on appelle la DGC, les gardes rapprochés d'Idriss Déby. Donc pendant des années, c'est lui qui a assuré la sécurité d'Idriss Déby. Cette garde rapprochée est à 98%, ou bien peut-être même 99%, que des Arawa. L'armée tchadienne, elle est clanique, elle est communautaire. Plus de 70-80, si je n'exagère pas, ce sont des Arawa. Et pendant tout ce temps, c'est Mahamat Idriss Déby qui dirigeait jusqu'à ce qu'il accède au pouvoir. Donc c'est quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est quelqu'un qui a quand même, j'ai entendu tout à l'heure dire qu'il n'a peut-être pas de stratégie militaire. Non, ça je ne le pense pas. C'est pour cela qu'il ne faudra pas le sous-estimer. C'est quelqu'un qui peut-être a encore l'armée avec lui et qui peut-être pourra nous surprendre. C'est là ce que je peux dire. Mais de ce que je peux dire, le Tchad n'est pas un pays de justice. C'est un pays où les droits de l'homme sont bafoués. C'est un pays où, comme je l'ai dit, le régime Déby est un régime, le pouvoir Déby est un régime qui a entretenu pendant longtemps des personnes, des gens, sa famille et des gens qui sont venus aussi d'ailleurs. Donc ces gens aujourd'hui ne vont pas vouloir qu'il y ait peut-être une autre personne parce que voilà, ils vont peut-être perdre tout ce qu'ils ont bénéficié jusqu'à ce jour. On va clore avec le sujet sur le Tchad et c'est avec le professeur Niaka. C'est vrai, pour revenir sur ce que vous avez dit, Lamana, eh bien, lors de son discours, Mahamat Idriss Déby nous soulignait déjà qu'il veut donc un Tchad où la justice n'est pas juste un mot, mais devient une réalité. Ça veut dire qu'il a pris conscience du fait que le pays tchadien a longtemps surfé sur l'injustice. Professeur Niaka, on prendra la conclusion avec vous, bien sûr, en vous demandant si on peut donc attendre dans les prochains jours, tout simplement, une sorte de transparence du pouvoir militaire en place qui ne s'est toujours pas justement prononcé en ce qui concerne les prochaines échéances électorales.
Bon, aujourd'hui nous sommes au, je crois, c'est le 26 ou 27 août aujourd'hui. C'est le 27 août aujourd'hui. Donc le 11 septembre, comme on le dit ici aux États-Unis, it's around the corner. Donc d'ici 2-3 semaines, voilà, on saura ce qui sont en train de préparer. Mais bon, voilà, on n'est pas dupe. Voilà, c'est le système qui sera là, avec ou sans le fils de Déby, mais j'imagine que c'est lui qui devrait être là et que les Français veulent, ou comme les amis l'ont dit, les différentes communautés ethniques Zakawa et les différents groupes de pression. Donc, voilà, on ne sera pas surpris si cela arrive. C'est ce scénario qui se dessine. Et donc, on a un mot que nous n'avons pas employé. C'est vrai, on a parlé du régime Déby, mais je pense qu'on est plutôt dans une dynastie de Déby. Quand un père qui a dirigé pendant une trentaine d'années, et comme avec un fils qui a joué aussi un rôle dans la consolidation du pouvoir du fils et qui accède au pouvoir pendant qu'on considère comme une transition, mais une transition qui risque d'être pérennisée. Et donc, on est dans une logique de la dynastie de Déby. Et donc, à cause de la façon dont nous voyons l'Afrique d'aujourd'hui, comme on le dit ici, c'est un système qui n'est pas soutenable. Et donc, tôt ou tard, le système Déby ou la dynastie Déby se rendra compte que ce n'est pas ainsi qu'on peut gouverner l'Afrique. On a vu les Bongo au Gabon, on a vu les Eyadema au Togo, et on voit les Déby au Tchad, pour ne citer que ceux-là où on a vu les Kabila au Congo. Les 4 cas que je viens de vous donner, du point de vue du développement, du point de vue de la projection de l'Afrique par rapport à son futur, du point de vue de l'impératif d'une prospérité partagée, nous sommes loin. Ces quatre pays dont je viens de parler ne sont pas de bons exemples en Afrique. Alors, il faut changer de paradigme. Et comment est-ce qu'on change de paradigme? Aujourd'hui, ceux qui veulent voir un Tchad nouveau, tout ne se résout pas par la guerre. C'est sûr que dans un contexte où les gens ont des armes, ce serait facile de penser à prendre des armes, mais la force des idées, et la force de l'organisation, la promotion des valeurs de liberté, la nécessité d'éduquer les populations tchadiennes, l'importance de comprendre aujourd'hui qu'il y a une nouvelle conscience collective africaine qui veuille que chacun de nous s'ajuste. Voici autant de choses que nous voulons voir. Et le fils de Déby sera certainement là, ou quelqu'un du système sera la partie du cadre. Voilà ce que je pourrais dire à Bégoudé. Merci, professeur Niaka. Eh bien, on va terminer avec Mahamat, car on va clore le sujet sur le Tchad. Justement, Mahamat, vous vouliez ajouter quelque chose? Si, que les autres pays nous regardent parce que notre situation est similaire au Mali, à la Guinée. Donc aujourd'hui, chez eux aussi, ils ont des chefs de jeunes. Donc aujourd'hui, si au Tchad, Mahamat Idriss Déby, à l'issue de ce dialogue, reste encore au pouvoir, cela donnera peut-être une raison pour les autres aussi d'en faire la même. Donc comment la France peut soutenir alors que la France elle-même a pris l'engagement que Mahamat Idriss Déby ne pourra pas se représenter lors des prochaines élections? Donc là est la question. Donc moi, je ne pense pas que la France va soutenir Mahamat Idriss Déby, mais comme on sait, le Tchad, les solutions sont toujours militaires, et c'est là où les vrais problèmes du Tchad vont encore recommencer. N'oubliez pas qu'en 93, lors de la conférence nationale souveraine, elle a permis juste de légitimer le pouvoir d'Idriss Déby, qui avait déjà pris le pouvoir par les armes. Il y a eu aussi 2 forums qui a permis aussi, de 2018 et 2020, qui a permis à Idriss Déby de pouvoir supprimer par exemple la primature, qui lui faisait un peu de l'ombre malgré son pouvoir, et ça a permis aussi d'augmenter son mandat de 5 ans à 6 ans. Donc aujourd'hui, ce forum qui est en train de se passer, elle est tout sauf inclusive. Il y a un agenda qui est derrière, et je vous assure, les vrais problèmes du Tchad ne font que commencer. Merci.
Merci bien, Mahamat Lamana, d'avoir accepté de participer à cette émission. C'était pour parler, bien sûr, du sujet brûlant qui concerne le Tchad, avec l'ouverture, il y a de cela 7 jours, du dialogue national inclusif en N'Djamena. Eh bien, on va continuer de suivre cette information, bien sûr, qui s'étend encore sur plusieurs jours. À présent, il est temps pour nous de parler de la République démocratique du Congo et le départ de la MONUSCO demandé par les populations. On s'interroge ce jour sur la réponse prochaine ou alors le manque de réponse de Félix Tshisekedi. Une courte pause s'impose. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politoscope du 27 août 2022. Eh bien, on parle de la République démocratique du Congo avec le départ demandé par les populations de la MONUSCO. Eh bien, de la MONUC à la MONUSCO, les populations peinent à être d'accord ou du moins à être convaincues par rapport au travail abattu par la mission onusienne sur le territoire. Sans compter que du côté de l'Est du pays, eh bien, les affrontements se poursuivent. Aujourd'hui, les populations s'interrogent sur le bilan et se demande également à quand peut-être la réponse de Félix Tshisekedi. Mais en tout cas, c'est la question principale qui nous intéresse dans cette émission. Il faut rappeler qu'il y a de cela un mois, des morts même ont été enregistrées lors des manifestations contre la mission onusienne du côté du Congo. Et Félix Tshisekedi avait fait une sortie où il parlait beaucoup plus de manipulation de l'information, de manipulation également des foules qui ont été violentes et qui parlaient également d'un bilan pas si mauvais de la MONUSCO sur son territoire. Alors on s'interroge dans cette émission déjà pour parler peut-être du bilan avant la réponse de Félix Tshisekedi par rapport au départ de la MONUSCO. On va démarrer avec vous, docteur Dalvaris Ngudjou. S'il fallait parler d'un bilan de la MONUSCO depuis 1999, quand c'était encore à l'heure de la MONUC, avec plusieurs autres missions que celles qui sont imputées à cette mission onusienne aujourd'hui en tant que la MONUSCO, que diriez-vous? Très sincèrement, la MONUSCO, d'abord, c'est la mission des Nations Unies la plus importante et la plus ancienne au monde. C'est-à-dire que ces éléments sont déployés au Congo depuis bientôt 25 ans. Et quand on regarde le niveau sécuritaire du Congo, quand ils sont arrivés, et maintenant, on a comme impression que la qualité de la sécurité a régressé. Il y a une décroissance, il y a une dégradation de la sécurité. Et cela se voit pratiquement dans le niveau de vie des Congolais, qui est une nation extrêmement riche. Parce qu'il faut bien comprendre que depuis que les troupes des Nations Unies sont au Congo, s'il fallait même trancher, je dirais que le bilan est proche de 0. Sinon, je crois même en dessous de 0. Parce que nous sommes passés dans la zone négative. Depuis qu'ils sont là, est-ce qu'un seul mouvement rebelle a été vaincu à l'est du Congo? Non. Est-ce que le territoire congolais même, en lui-même, a été sécurisé? Non. Est-ce que l'autorité de Kinshasa s'étend jusqu'à l'est de la RDC? Nous disons non. Pire, on a vu à plusieurs reprises les blindés de la MONUSCO se renverser à l'intérieur, c'était du cobalt. C'était des minerais. Donc, la MONUSCO est, à mon avis, un cheval de Troie qui est utilisé dans la région pour fragiliser le Congo et continuer à laisser que ces ressources soient exploitées par d'autres nations. Un pays comme le Rwanda, que j'aime beaucoup, exporte beaucoup de minerais dont elle ne produit pas. Un pays comme l'Ouganda exporte beaucoup de minerais dont elle ne produit pas. Déploie les troupes parfois jusqu'à l'intérieur du Congo. Je n'ai pas besoin de revenir sur les mouvements rebelles du M23 qui font beaucoup parler d'eux. Pendant que la mission de la MONUSCO est là. Vous savez, tout récemment,
je crois il y a cela peut-être 4 jours, les autorités de RD Congo parlaient qu'il y a eu des cas d'Ebola. À votre avis, pourquoi curieusement, la plupart de ces maladies-là, on voit ça dans cette zone-là, dans l'est du Congo. Les maladies comme Ebola qui ont été créées dans les laboratoires, très très loin du Congo. Tous ces virus du charbon, chikungunya, tout ça, avec la présence des Nations Unies, avec tous les corps des Nations Unies que nous connaissons. Moi, je pense qu'il y a un lien là. Il y a un élément de cause et effet avec cette présence. Mais non. Quand vous parlez du départ, en fait, notons que le départ ne concerne pas la MONUSCO, mais plutôt il y a eu des manifestations de la population à l'est de la RD Congo, notamment à Butembo, où les gens estiment que depuis bientôt 25 ans que les Nations Unies sont là, elles ont comme impression, les populations ont comme impression que la sécurité n'est pas améliorée, le niveau de vie n'est pas amélioré. Pire, il y a une dégradation. Il y a une dégradation. Pire, on a comme impression que la MONUSCO est comme une passoire qui laisse passer les soldats rwandais qui viennent jusqu'à imposer leur loi jusqu'en RD Congo. Ce qui a poussé les populations à manifester et à aller commencer à détruire, entre guillemets, le siège de la MONUSCO à Butembo. Ce qui est allé jusqu'à il y a eu mort de 2 éléments, 2 casques bleus, et il y a eu des dizaines de membres des habitants qui ont été tués. Et là maintenant, le général militaire, le lieutenant général, qui est le gouverneur militaire de la région, ils ont fait beaucoup pour parler. Il est question que la mission, ou du moins le siège de la MONUSCO qui se trouve à Butembo puisse quitter, parce que la population ne veut pas d'elle. Mais maintenant, le problème c'est que le porte-parole de la MONUSCO dit qu'il n'est pas question de quitter, qu'il est question d'un redéploiement temporaire, c'est-à-dire redéployer seulement les éléments, on ne sait pas le camp, ailleurs, temporairement, en attendant que les esprits se calment et qu'ils reviennent. Je vais dire, dans un contexte comme celui-là, l'autre Tshisekedi ne peut parler qu'est-ce qu'il peut là. Mais puisque lui, il travaille pour les intérêts qui sont tout sauf sur les intérêts de la RD Congo. C'est ainsi peut-être ce type de propos. Parce que quand il vient au pouvoir, Kabila Kabange avait demandé sur le prédécesseur que les Nations Unies partent. Puis on ne voyait pas ce qu'il faisait. Au contraire, ça coûte cher. Les viols, vous savez, tout ça, c'est le travail. Oui. Les viols, je ne sais pas quoi, la pédophilie, les maladies. Tous ces gars-là, vous savez, beaucoup là, c'est les gars du Bangladesh là, qui viennent de l'Asie là, et qui, pour eux, quand ils sont en Afrique, ils pensent que nos épouses, nos sœurs, tout ça, c'est des animaux dont on abuse comme on veut. Et vous savez, généralement, on ne les juge même pas. Ils ont une protection, ils sont un peu immunisés là. Et dans un contexte comme celui-là, Kabila avait dit quittez. Parce qu'on ne peut pas vous obliger à vous implanter dans une nation où on ne veut pas de vous. Et c'est ce que les populations à Butembo disent. Parce qu'on se rend compte que vous êtes comme une cause de nos problèmes. Parce qu'on ne peut pas être là, les rebelles rwandais, les soldats rwandais entrent massacrer la population et vous dites que vous êtes une force des Nations Unies, vous êtes armés, vous ne faites rien. Mais quand il faut exploiter les ressources minières, vous êtes prêts. Parce qu'en fait, vous savez, avec le blindé blanc UN, on ne peut pas fouiller. C'est en cas d'accident qu'on se rend compte qu'en réalité, ce n'était pas les autres qui étaient à l'intérieur, ce sont des ressources. Donc je vais dire, dans un contexte comme celui-là, moi je pense que Kabila Kabange ne fait que faire loin de ceux qui sont là, mais la population qui est confrontée à des souffrances quotidiennes dit qu'elle ne veut plus. Et moi je pense moi pas que les Nations Unies doivent quitter, pas seulement Butembo, pas seulement Goma, pas seulement le Nord Kivu, mais l'ensemble de la RD Congo. Et bien sur ce bilan que nous avons fait avec le docteur Dalvaris Ngoudjou, une question à vous, professeur Niaka, comment comprendre justement l'absence ou alors l'inertie de Félix Tshisekedi, le président de la République? Oui, Dalvaris a fait un bon, il a fait comme ça. Il a fait une belle présentation, donc c'est assez clair. Et donc, j'apprécie la question qu'il m'a posée parce qu'elle ne va pas m'amener à dire les mêmes choses qu'il a dites. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, quand on parle des acteurs politiques, on doit avoir une idée de ces acteurs politiques. Tshisekedi, sur la base des éléments que nous avons, n'a pas gagné les élections au Congo. Donc Tshisekedi a certainement été forcé, imposé par les puissances néocolonialistes ou les puissances néocoloniales, tout simplement parce que elles le trouvent faible, elles le trouvent manipulable, tout simplement parce qu'elles pensent qu'à travers lui, elles peuvent continuer leur agenda. Donc c'est ce qui me permettrait de parler de Patrice Lumumba,
qui me permettrait de parler de tous ces nationalistes au pouvoir en Afrique qui représentent une menace véritable pour les Occidentaux. C'est-à-dire, pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe, il faut connaître le contexte géopolitique africain, il faut connaître la nature des acteurs politiques, la nature de celui qui est au pouvoir, c'est un pantin, un fantôche, il est certainement quelqu'un qui a une belle personnalité, mais il n'a pas la personnalité ou la fortitude pour pouvoir être ce leader qui peut dire aux Nations Unies, ou bien vous restez, ou vous faites ce que vous devez faire, ou bien vous restez et vous empêchez l'exploitation de nos ressources, ou bien vous quittez. Il ne peut pas le faire, et donc c'est ce qui explique son inertie, et c'est ce qui explique son silence, parce que s'il n'a pas la personnalité pour avoir ce genre de réaction, alors c'est pas maintenant dans une crise aussi sensible où il va, c'est pas dans cette crise-là qu'il va venir et avoir le juste discours. Donc voilà un peu ce que je peux dire. La situation du Congo est une situation tragique et pour ma part, les populations qui se mobilisent contre la présence de la mission des Nations Unies au Congo doivent faire mieux et que ça doit être un débat sérieux au Congo et qu'elles doivent amener le président Tshisekedi à faire ce qui est juste s'il prétend être là pour les intérêts du Congo. En d'autres termes, les gens doivent lui mettre la pression pour que ce débat soit soulevé. C'est une tragédie qu'il y ait plus de 6 millions de morts au Congo et qu'il y ait une mission des Nations Unies qui soit au Congo pendant pendant un quart de siècle et que, comme Dalvaris l'a dit, que des gens soient violés, expoliés, volés et que le pays soit pillé comme il est et que le Congo soit dans une insécurité perpétuelle et chronique. Lorsque les populations se sont massivement soulevées du côté, que ce soit à Goma ou alors à Butumbu, eh bien, il y a que l'ONU a décidé de mettre au dehors un rapport qui prouvait que le Rwanda soutenait tout simplement les mouvements rebelles dans l'est du pays. On a eu à voir cela justement comme de la distraction, mais également on a eu une réaction de Félix Tshisekedi qui a été assez prompte. Et l'on s'interroge aujourd'hui pourquoi cette promptitude lorsqu'on parle du soutien justement des M23 par le Rwanda, mais aucune réaction, aucune activité lorsqu'on parle du futur départ ou alors d'un possible départ de la MONUSCO sur le territoire congolais. Eh bien, on va tout simplement poser cette question directement au docteur Ngudju qui a tout à l'heure fait un parfait bilan de la mission onusienne sur le territoire depuis les années 1999. Oui, justement, moi je pense pour ma part que le président Tshisekedi sait qu'il est tenu. Il est tenu par un certain nombre de puissances. Parce que rappelez-vous bien, où est-ce qu'il se rencontre quand il faut décider le candidat qui doit challenger, entre guillemets, le candidat du Kabila Kabange. Il se rencontre à Bruxelles. Pardon. Il faut bien savoir que Bruxelles, non seulement Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne, mais au-delà, ce qui passe toujours inaperçu, c'est que Bruxelles, c'est le siège de l'OTAN. C'est-à-dire de toutes les puissances occidentales, la plupart réunies, le siège c'est à Bruxelles. C'est-à-dire c'est l'endroit où ils fabriquent des éléments. Or, quelles sont les puissances qui sont intéressées par les minéraux qui se trouvent à l'est de la RD Congo? La plupart de ces puissances se retrouvent encore à Bruxelles, au siège de l'OTAN. Et l'enjeu est vraiment énorme. L'enjeu est énorme, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez entendu parler dans les années tout au long du mandat du président de la guerre de la 5G. La 5G, donc, pour implémenter, on a besoin de terres extrêmement rares que l'on peut trouver en Russie, que l'on trouve un peu en Chine, mais qu'on trouve beaucoup en RD Congo. Et c'était très important. Le plus important, c'est pas que les Occidentaux, ils se rendent compte qu'en empêchant une autre puissance de pouvoir avoir une main mise sur la RD Congo, ils peuvent contrôler cette terre-là, contrôler ces minéraux-là et empêcher la puissance d'avancer. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des accords entre Tshisekedi et ces puissances-là. Ça veut dire que quand ça implique déjà les Nations Unies à ce niveau-là, vraiment, ça commence à faire mal, vraiment, et
c'est possible que s'il avance d'une certaine manière, il peut avoir des difficultés. Et les difficultés, il en a commencé à avoir. Vous avez bien remarqué qu'il y avait de plus en plus de manifestations jusqu'à Kinshasa. Il était contraint de faire une grande réunion de crise. C'est là quelques temps, au Rwanda. Il a dû faire une réunion de crise avec les généraux qui s'étaient enfermés pendant des heures et des heures. Parce qu'il avait peur. Il avait peur parce qu'en fait, quand vous attaquez déjà un volet des Nations Unies, on a comme l'impression que vous êtes en train de vouloir marcher sur le chemin de Kabila Kabange. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au-delà de ne pas agir comme il a fait là, il a fait pire. C'est qu'il y a de cela quelques mois, il a signé avec les Français de pouvoir avoir une école militaire française en aide du Congo. Alors que il va pratiquement à contre-pied de ce que son prédécesseur faisait. Et tous les écoles militaires étrangères qui étaient là, les éléments militaires étrangers qui étaient là, Kabila avait tout fait de les mettre de côté. Il avait même déjà signé le départ de la MONUSCO. Il était seulement question de venir acter ce départ-là. Il est venu exactement, je sais pas quoi, agir à contrario. Très bien. Agir à contrario de tout ce qu'a fait le président Kabila. Vous ne pouvez pas faire cela si vous n'avez pas un agenda bien clair avec un certain nombre de puissants. Vous ne pouvez pas venir détricoter. Et le pire, c'est que c'est tellement flagrant parce que la population manifeste tous les jours contre une présence. Vous-même, quand vous regardez le plan, vous vous rendez compte que la présence de cette entière Nations Unies n'apporte rien de positif à la nation. Mais vous êtes en train de fermer la bouche comme si rien n'était pire. Quand vous dites même qu'il y a un bilan, que c'est une manifestation. Mais le président Tshisekedi a rappelé dans sa sortie qu'il y a eu beaucoup de réussites, qu'il n'y a pas juste des ratés, sans toutefois rentrer totalement dans les détails. Mais parce qu'il faut donner les détails. Vous savez, les statistiques sont très importantes. Ce sont des chiffres. On vous dit, voici ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'on fait, c'est tellement clair. Les rebelles rwandais traversent tout le temps là. Les mouvements rwandais traversent tout le temps là. Jusqu'à des Ougandais. Des Ougandais quittent là-bas à Kampala pour venir piller les Congo. Et jusqu'à présent même, c'est une des raisons pour lesquelles, vous savez, il y a jusqu'à 89 pays qui envoient des hommes en aide. Parce que le Congo est très grand. C'est extrêmement grand, une très grande nation. Il y a 89 nations qui envoient, en fait, qui soutiennent d'une manière directe ou indirecte les mouvements rebelles à l'aide du Congo pour piller la nation, pour faire des tests. Quand j'ai fait allusion au Mali tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, les grands laboratoires occidentaux, notamment, ont besoin de faire des tests grandeur nature sur des populations. Et les grands cobayes sont des populations derrière des Congo. Et dans un contexte comme celui-là, Tshisekedi, moi, à mon avis, il se dit qu'il ne devrait pas pouvoir s'attaquer à ce type de situation. Mais pour ma part, comme le président Kabila Kabange l'avait dit, avait pris position dans ce sens, et l'ensemble des autorités, et même les populations congolaises. Sinon, si les Nations Unies avaient vraiment fait leur travail, si vous pensez qu'en 25 ans, on devait voir les Congolais, ils sont partout, hein. Vous allez au Rwanda, au Burundi et au Cameroun, partout, en RCA, ça fait 2 mois, ils sont partout. Alors que le pays est extrêmement grand, extrêmement riche. En réalité, c'est parce qu'il y a un mal-être à l'intérieur de leur pays, qui sont hors du pays. Et quand vous êtes dans un contexte comme celui-là, et que le président estime que la présence des Nations Unies fait beaucoup de bien à la nation, vous savez directement, pour moi, je me dis que, à moins qu'il est en train de servir les intérêts d'un certain nombre de puissances, mais pas de la RD Congo. Eh bien, selon le docteur Dalvaris Ngoudjou, il s'agit de servir des nations autres, ou du moins la communauté internationale, comme on a l'habitude de l'appeler le plus souvent. Professeur Niaka, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait tout simplement craindre pour une population qui, elle, n'a plus besoin de cette mission onusienne sur son territoire, mais qui continue d'être soutenue par le pouvoir politique en place? Est-ce qu'on pourrait craindre qu'une population comme celle-là, tout simplement, se sente non seulement abandonnée, mais aussi aille à l'affront? La population congolaise est abandonnée depuis très longtemps. Si on a c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de cette mission des Nations Unies, mais je crois que même si ça ne fait pas partie de la conversation que nous sommes en train d'avoir, il faudrait repartir au rôle qu'a joué les Nations Unies dans les années 60, quand Patrice Lumumba était au pouvoir, en fait, au lendemain des indépendances du Congo, sur la base des éléments que nous avons, sur la mission des Nations Unies, a naturellement pris fait et cause pour les rebelles katangais et pour l'agenda impérialiste des puissances occidentales. Et donc elle a été complice de l'assassinat
de Patrice Lumumba, elle a été complice de la tragédie qui a été causée au Congo. Donc, il y a un documentaire dont je parle souvent, Cuba, l'Afrique et le monde. Dans ce documentaire, et je le dis, Cuba, l'Afrique et le monde, ça est sur YouTube. Donc, on explique clairement, des Américains, des autorités américaines expliquent clairement que dans leur agenda géopolitique pour le contrôle du monde, ils utilisent les Nations Unies comme un bras séculier pour faire avancer leur agenda en Afrique. Et donc, quand on voit toutes ces missions en Côte d'Ivoire, au Tchad, un peu partout, bon, il peut y avoir un semblant de paix relative, mais l'essentiel, c'est que cette institution est utilisée pour faire avancer les puissances, les intérêts des puissances occidentales. Donc, je voulais faire le parallèle entre ce qui s'est passé avec Lumumba et ce qui se passe aujourd'hui. Je continue pour dire que, au-delà de ce que Dalvaris a dit, c'est que c'est vrai, c'est vrai que je l'ai dit, il a dit aussi que c'est par rapport à l'agenda des puissances néocolonialistes, mais le président Tshisekedi se dit certainement que comme le pays est dans une situation d'insécurité, et donc en décidant de demander à la mission des Nations Unies de partir, c'est comme si lui aussi se fragilisait par rapport à son pouvoir qu'il veut maintenir, ou bien par rapport à la sécurité de son propre pouvoir et la sécurité au sein du Congo, au sein du Congo. Donc cela peut expliquer son indolence et puis son apathie vis-à-vis du débat qui est en cours au Congo par rapport à la présence ou à la non-présence de la MONUSCO au Congo. Maintenant, la population congolaise souvent, quand je fais mes débats, quand je parle de l'Afrique, il y a une perspective qui peut-être dérangerait des gens, mais j'aime faire cela. De quoi il s'agit? C'est vrai que les Occidentaux font leur travail. Ils l'ont, depuis les 500 dernières années, nous sommes dans ce même processus. Et donc, quand on voit même les bases militaires qui existent, un peu partout sur le continent africain, l'Afrique est dans une situation d'insécurité. Juste pour donner juste cet exemple. Alors donc, c'est le fardeau, comme on dit en anglais, the burden, le fardeau là, repose sur les populations congolaises et sur les populations africaines. Le fait que For You Media soulève ce débat, vous êtes en train de contribuer à susciter ce débat-là, afin que les Africains puissent parler. Mais c'est la révolte populaire des Congolais et la révolte populaire des Africains qui pourrait amener les Occidentaux à changer d'attitude. Si on ne le fait pas, c'est qu'il se fasse depuis plus de... Parce que quand on parle du Congo, on parle de 25 ans. Non, c'est une affaire de plus de 50 ans, depuis Patrice Lumumba jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme Dalvaris l'a dit, ils sont partout dans le monde, ils sont partout à travers le monde entier. Je ne vois pas les Congolais suffisamment révoltés, je ne vois pas les Congolais suffisamment énervés, que ce soit à l'extérieur du Congo ou bien que ce soit à l'intérieur du Congo. C'est pour cela que cette situation est en train de continuer. Alors, si elle se sent abandonnée, elle n'a qu'elle-même pour se révolter, s'organiser, afin que les Occidentaux se disent qu'il est arrivé le moment où on doit changer d'attitude, sinon l'exploitation perpétuelle va continuer. Et aujourd'hui, avec la crise géopolitique entre la Chine, la Russie et l'OTAN menée par les États-Unis et les pays occidentaux, c'est sûr que les Occidentaux vont redoubler d'ardeur, ils vont changer de stratégie. La MONUSCO peut quitter une région pour aller dans une autre région, comme la France qui décide de quitter qui a été obligé de quitter le Mali, mais qui se redéploie au Niger et dans des pays de la sous-région. Voici, jusqu'à ce qu'il y ait une véritable révolution populaire africaine qui peut partir du Congo et de n'importe quel pays africain. Le professeur Niaka parle justement d'une révolution populaire. Docteur Dalvaris Ngoudjou, aujourd'hui on a l'impression que le pouvoir est beaucoup plus entre les mains des populations parce que les pouvoirs en place manquent de pouvoir finalement puisqu'ils sont, comment dire, à la solde des puissances néocolonialistes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait un regain de manifestation, un regain de contestation, un regain de colère au sein de la population, même si
On a vu quand même dans plusieurs pays africains où les populations ont manifesté contre la présence française et c'est à Démy qu'elle s'en est allée. En réalité, le professeur Nyaka a totalement raison. Je partage son point de vue. Parce qu'en fait, vous savez, comme on dit, quand vous êtes acculé, quand vous êtes une épouse, votre époux, un peu vous accule, à un moment, vous n'avez plus rien à perdre. Et parfois, vous tentez ce que vous avez. Vous avez un regain, un sursaut, un dernier sursaut, comme on dit, et que vous utilisez cela pour atteindre un objectif. Pour cela, vous avez bien pris les exemples. On a bien vu au Mali, par exemple. On a vu ces manifestations-là. Et actuellement, nous sommes en train de voir des manifestations au Burkina et partout. Et ça fait bouger les lignes. Parce qu'en fait, nous sommes dans une nation, une population qui n'a pratiquement plus rien à perdre. On a acculé la RD Congo, acculé les enfants congolais. On les a tellement écrasés que, moi, je pense que en croisant les bras, ils sont en train de perdre. Car s'ils essayent, et justement l'exemple de Boutembo est un cas d'école, parce qu'en réalité ce sont des populations qui sont levées, hein. Ce sont des populations qui ont commencé à jeter les cases sur ça, alors que pendant des années, il a fallu beaucoup d'années pour le président Kabila Kabange pour que les Nations Unies acceptent de partir, avant que Tshisekedi ne vienne de reconfirmer leur présence au Congo. Mais si les populations descendent dans les rues et que le pouvoir en place se sent en difficulté, c'est qui est sur la décision peut être prise. Donc là, et ça, on a vu dans beaucoup de pays de par le monde entier où les populations ont parfois un pouvoir qu'elles ignorent parfois. Or, les pouvoirs qui sont en place généralement, comme elles obéissent aux intérêts qui sont beaucoup plus occultes, perdent parfois de leur substance. Et là, un cas qui a vraiment, c'est que l'Afrique, c'est le cas du président Blaise Compaoré, qui avait le soutien des grandes puissances, notamment français. Surtout que en ce moment-là, la France lui devait beaucoup de choses, notamment il a beaucoup participé pour la mise en place d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais après qu'il a fini cela, la population est descendue dans la rue et il a fui comme un gamin. Il a fui, poursuivi comme un gamin pour essayer de sauver sa vie. Donc moi je pense que oui, même s'il y a des armes, même s'il y a des puissances étrangères, quand la population prend ses responsabilités, il y a des chances qu'elle atteigne ses objectifs. Mais est-ce qu'il ne faut pas craindre musulman, finalement, la parole à qui veut la prendre, bien sûr? Bon, je la prends. Okay. on va se tourner vers le professeur Nyaka, justement, qui est encore avec nous. On en a encore pour quelques minutes avant de terminer. Eh bien, s'il fallait redonner le pouvoir totalement à la population, est-ce qu'on ne va pas craindre un musulman, parce qu'on le voit dans plusieurs pays africains actuellement, où la population, justement, se lève contre les puissances politiques en place, du fait de l'incompréhension, mais surtout de l'inertie de celle-ci, et par la suite, on constate une riposte gouvernementale. Yeah, là, merci pour là où le débat va. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, Dalbaris a fait une très belle présentation de la situation au Congo. Puis la question qui a été posée nous a permis de passer à un autre niveau. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que rien ne sera donné aux Africains. Rien ne sera donné de façon gratuite. C'est vrai qu'il y a une certaine élite africaine que, comme pour moi, appelle les fils anti-patriotes africains, et qui sont très nombreux et qui pensent que quand ils se retrouvent dans les salons feutrés occidentaux ou bien dans les forêts internationales avec les Blancs, ou bien quand ils se rencontrent dans des assemblées annuelles aux Nations Unies, ou bien encore dans des conférences internationales de la Banque mondiale du FMI. Donc, ils pensent que les Occidentaux sont les amis des Africains. Non, les Occidentaux ne sont pas nos amis. Il y a certainement des Blancs ou des gens qui ne sont pas noirs et qui croient en l'humanité et qui croient en la justice et la liberté. On a vu cela depuis des millénaires. Mais la structure mondiale qui a été mise sur pied, qui est contrôlée par les Occidentaux et que j'appelle la roue de l'impérialisme, un peu comme une roue, mais la roue de l'impérialisme avec des différentes sphères d'activités dans lesquelles ils ont créé des institutions. On a les Nations Unies quand on parle des relations internationales. On a l'Organisation mondiale du commerce quand on parle du commerce international. On a le FMI, la Banque mondiale, la zone monétaire quand on parle de tout ce qui est finance. On a les institutions qui ont été créées, qui sont en train de montrer comment est-ce que, en fait, au nom de la suprématie blanche,
On a les médias qui ont mis sur pied, BBC, RFI, Deutsche Welle, CNN, et j'en passe. Toutes ces structures-là, une fois que les Occidentaux ont décidé dans la pérennisation de leur système, c'est toutes ces structures qui fonctionnent comme une roue, qui déroule son rouleau compresseur pour briser tout ce qui est résistance souverainiste, nationaliste ou panafricaniste. Dans ce contexte-là, quand l'OTAN, composée de plus d'une trentaine de pays, va contre la Russie, mobilise tous les pays qui sont membres de l'OTAN et essaie de mobiliser toute la planète Terre pour aller contre la Russie, c'est pas là où, c'est pas dans ce contexte-là qu'on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. C'est bien, mais ce n'est encore rien par rapport à ce qu'on peut faire sur la Terre. Alors, comme les Sud-Africains le disaient, quand ils parlaient de Mandela, Awe et tout, donc le pouvoir doit être dans les mains des populations. Les populations doivent revendiquer le droit de lutter pour qu'il y ait beaucoup plus de liberté, de justice, pour leur propre souveraineté, pour leur propre prospérité. Si on ne le fait pas, ce n'est pas la peine de rêver qu'un leader, aussi grand soit-il, comme Lumumba, il vient, on le liquide et puis on passe à autre chose. Et c'est à cause de l'indolence ou à cause d'une réforme qui n'est pas suffisamment forte des populations africaines, c'est ce qui fait que les gens tuent nos leaders. Sinon, aussi aux États-Unis où je suis, mais qui va se permettre d'aller tuer un juif? Mais on a vu Whoopi Goldberg, l'actrice, elle a fait un jour un commentaire sur les juifs en parlant de l'Holocauste ou bien de l'Ukraine. Mais elle s'est excusée, mais elle a été suspendue pendant des semaines aux États-Unis. Mais nous, là, on peut tuer un Africain, on peut tuer un Noir, on peut dire n'importe quoi sur nous. Macron peut aller en Afrique pour dire que les Africains sont hypocrites, et ils font comme s'ils ne voient pas ce que la Russie fait, et puis l'intelligence africaine n'est pas suffisamment révoltée. Alors, tout ce qui nous arrive, le temps est venu pour nous de changer de paradigme, de changer d'attitude. Et pour terminer, un activiste américain a dit que les Blancs respectent 3 choses fondamentales. La première, c'est l'armée, c'est le pouvoir militaire. La deuxième, c'est l'argent. Et la troisième chose, c'est le nombre. Nous n'avons pas le pouvoir militaire pour aller contre eux. Nous n'avons pas les moyens financiers qu'ils contrôlent depuis des siècles. Et puis, la seule chose que nous avons qui a permis la mise à mort de l'esclavage, la mise à mort du colonialisme, la mise à mort de l'apartheid et qui a permis le changement des régimes, c'est le pouvoir du nombre. Alors, nous devons être mieux organisés et réduire nos dissensions parmi nous afin de pouvoir donner une réponse appropriée à la puissance de la gouvernance mondiale qui essaie de détruire l'idéal de souveraineté des peuples africains. Merci, professeur Nyaka. On en a presque terminé. Avec vous, Dalvaris Ngudjou, docteur Ngudjou. Eh bien, quand on parle du nombre, de la politique du nombre qui reste aujourd'hui notre seul avantage, on parle de la population, il faudrait peut-être également scinder cette population. Parce qu'au sein de cette population, ce n'est pas l'entièreté qui aujourd'hui se sent complètement dépassée par la situation, qui aujourd'hui se sent totalement mise à part en ce qui concerne la gouvernance ou alors les décisions qui sont prises sur les territoires. Oui, premièrement, allant dans le même sens que mon grand frère, le professeur Nyaka, le nombre nous en avons. C'est établi, 2030, 2050, plus d'une personne sur 2 sera un noir africain sur la terre. C'est ce qui fait beaucoup peur, que ce soit aux Américains, que ce soit à tous ces gars. C'est pourquoi Macron fait le tout pour dire à nos femmes de ne plus faire des enfants. Ce qui n'est pas tolérable. C'est un élément qui a poussé la Chine à revoir sa politique de l'enfant unique, de 1 à 3 aujourd'hui, révisée en quelques années seulement. C'est ce qui incite les Américains à faire ce qu'ils appellent tout le temps la green card. Parce qu'il faut, comme eux, ils ne font plus les enfants, c'est même un des éléments, même si même comme d'autres pouvoirs essayent de cacher cela, c'est même un des éléments qui a incité un certain nombre d'États américains à interdire l'avortement. Parce qu'en fait, plus de femmes avortent alors que la nation a besoin des enfants. C'est les raisons pour lesquelles le président Poutine paye très cher les femmes qui font autant d'enfants. Maison, c'est pas allocation dans tous les sens. Donc, au nombre, nous avons. De l'autre côté, en argent, nous avons. Il faut bien comprendre, l'argent, c'est rien, ce n'est que les billets de papier. Mais l'argent doit être adossé sur des valeurs. Les valeurs qui peuvent être de l'or, je sais pas quoi, de minerais, tout le reste. Tout ce qui a une valeur pour se tenir là, l'argent, pour dire que du côté argent, nous avons. Maintenant, sur ce que vous parlez, sur le nombre,
c'est vrai, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément dans le combat, mais il y en a une bonne partie. Parce qu'il faut bien comprendre que quand Mao Tse-tung développe la révolution communiste en Chine en 1949, c'est pas tous les Chinois qui sont avec lui. Il y a pratiquement toute une grande France qui avait Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek qui travaillait avec les Américains, qui sont fuis pour aller sur l'île de Formose, qui est Taïwan maintenant, qui était pratiquement avec, qui jusqu'à aujourd'hui sont contre la nation. Mais ça n'empêche que la nation continue à évoluer. Ça avait été très, très difficile que nous attendions à ce que tout le monde soit avec nous. Mais vous avez vu par exemple un ancien maire Ekaterinbourg en Russie qui a été jugé, il a été relâché avant-hier parce qu'en réalité pour lui il trouvait que le pouvoir à Moscou devait entreprendre aucune nation, malgré tous les attaques, malgré le fait que l'Ukraine tuait dans le Donbass, etc. C'est la politique quoi. Qu'en fait dans les populations parfois c'est très difficile que tout le monde puisse être à nous. Mais quand on a des leaders dignes de ce nom, on avance. C'est là le principe de la physique. Vous savez, la fusée c'est cela. Quand la fusée décolle, il y a ce qu'on appelle la charge utile sur toutes les fusées. À un certain moment, vous avez la charge qui est plus importante sur les fusées parfois, c'est le gros volume qui est le gros réservoir là. Mais qu'est-ce que le petit volume, le petit volet pardon qui a la charge utile se décharge de la grande. C'est pourquoi le réservoir tombe. Et quand ça tombe, la fusée est plus légère. C'est pourquoi elle va jusqu'à dans l'espace. Donc à un certain moment, on peut se détacher de la charge inutile. Ça n'empêche que, malgré que la charge inutile peut être très grande, malgré que la charge inutile peut être très importante, oui, ça n'empêche que la fusée atteigne son objectif. Le plus important, ce sont des leaders. Si on a des grands leaders comme on a eu en Russie, comme Vladimir Poutine par exemple en Russie, comme on a eu à Cuba avec le président Castro, quand on a des bons leaders, même si ce n'est pas toute la population qui est derrière nous, généralement avec quelques personnes qui croient en des objectifs, en l'idéal, généralement les objectifs sont atteints. Merci. Docteur Ngudju Dalvaris, alors les leaders politiques ne sont pas forcément les seuls décideurs, ce sont les populations qui sont censées donner tout simplement le flambeau ou alors décider tout simplement. Eh bien c'est ce qu'on a compris en tout cas après cet échange sur la question de la République démocratique du Congo lorsqu'on parlait du départ possible ou non de la MONUSCO, demandé d'ailleurs par les populations du côté de l'Est du pays. On a parlé également de cette fameuse réaction ou réponse de Tshisekedi qui malheureusement jusqu'ici ne s'est pas du tout rangé en droite ligne avec les desiderata de la population, mais va plutôt à contrario. On a parlé dans cette émission de la République démocratique du Congo, ce sujet que l'on vient d'aborder, mais également du Tchad qui, 7 jours plus tôt, a ouvert, n'est-ce pas, son dialogue national inclusif sur le territoire à N'Djamena. Mais malheureusement, 7 jours après, on peine à voir les jalons qui s'opposent. On a essayé d'interroger cette question et nous étions en compagnie de Mahamat Lamana, journaliste indépendant tchadien, mais également appartenant à une association qui lutte pour les droits de l'homme. Dans cette émission également, nous avons eu la présence du professeur Nyaka Lagoke du côté de Washington, que nous remercions d'avoir apporté son expertise sur ce plateau. Nous remercions également Dalvaris Ngudju qui était en notre compagnie, le docteur géostratège, mais également on le connaît avec la casquette d'économiste. Merci d'être venu sur ce plateau Politoscope du 27 août 2022. C'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez en compagnie de For You Télévision.